Allez gros, Melchior, on est déjà en retard. Belle de mes deux, pousse pas, on arrivera quand on arrivera. Oh, c'est pas bientôt fini, vous deux? Depuis Babylone que je vous endure. Mais c'est qu'on se les gèle ici. Hé, vous êtes sûr que des aiguilles, c'est une bonne idée? La prophétie a annoncé un vinyle junkie, je crois qu'on peut pas se tromper. Oh oui, la bonne musique, ça réchauffe. C'est bon, on arrive. On le sait, son nom c'est stylet, ou stylus, ou encore pointe de lecture, mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire à peu près tout le monde, c'est encore et toujours une aiguille. Une aiguille parce que c'est ça que c'était à l'origine. Une aiguille qui venait dans une boîte d'aiguilles qu'on devait remplacer presque à chaque disque, ou qu'on devait même parfois gosser soi-même. Les choses ont bien changé. Nous sommes alors dans les années 1920. L'arrivée de la radiodiffusion électronique, qui permettait une bien meilleure qualité sonore grâce aux amplificateurs, aux tubes à électrons et aux microphones, mit une pression considérable sur l'industrie du disque, qui faillit se faire devancer, engourdie qu'elle était par son succès. En effet, la vente de disques produits par procédé purement mécanique, rien qu'aux États-Unis en 1921, représentait un chiffre de vente de 100 millions de dollars. Les avantages d'une meilleure qualité n'échappaient certainement pas aux compagnies dominantes de l'époque, mais la peur de voir un marché lucratif s'effondrer en annonçant de nouveaux modes de production les fit hésiter jusqu'en 1925. En fait, il faut surtout comprendre qu'il y avait encore des stocks considérables de disques acoustico-mécaniques à écouler. Donc, en 1925 apparaissent les premiers pick-up électromécaniques. Ensuite, l'équipement s'allège au fur et à mesure que s'élargissait la bande de fréquence des enregistrements. Au départ, même pas assez pour couvrir le spectre de la voix humaine, pour passer ensuite de 100 à 5000 Hz, pour arriver au final à couvrir toute la bande passante des fréquences audibles par l'oreille humaine, c'est-à-dire de 20 à 20 000 Hz, et même au-delà. Ceci représentait des longueurs d'onde de plus en plus étendues et complexes qu'il fallait inscrire et lire dans le sillon. Il fallut améliorer la capacité de lecture des capteurs, car plus le spectre de fréquence est étendu, plus les excursions du sillon s'intensifient et se resserrent. Comprenez par là que les oscillations s'élargissent dans les basses fréquences en même temps qu'elles se rapprochent les unes des autres dans les hautes. Et ça, d'autant plus qu'on avait, avec le 33 tours, presque 2 fois et demi moins à temps équivalent de parcours linéaire pour graver le signal. Maintenant, prenez un 33 tours commun de 12 pouces de diamètre. Si on déroule le sillon sur un tour complet, on obtient presque 36 pouces de circonférence extérieure, mais à peine 17 à l'intérieur. Un disque fait une révolution complète en 1,8 secondes. Les plus hautes fréquences, 20 000 Hz, c'est 20 000 oscillations par seconde, soit 1000 oscillations par pouce linéaire à l'extérieur et plus de 2000 à l'intérieur. Ça commence à faire beaucoup. Plus on va vers l'intérieur du disque, plus les risques de mauvaise lecture, donc de distorsion, augmentent. C'est le fameux Inner Groove Distortion, la distorsion du sillon interne. Adapter le profil des pointes est un bon moyen de faciliter la lecture des passages les plus complexes et les plus chargés en haute fréquence. L'idée est simple, si on augmente la surface de contact en hauteur tout en la réduisant en longueur, on facilite le suivi de la pointe dans le sillon, tout en augmentant la durée de vie autant de l'un que de l'autre. Les pointes elliptiques sont un pas dans cette direction, mais évidemment, donner une telle forme à un diamant, c'est plus complexe que de simplement le tailler en forme de cône. Et donc plus cher. Et plus la forme est exotique, plus le coût est élevé. En fait, le coût total d'une cellule est en grande partie dicté par le type de pointe qui est monté dessus. Voyons ça un peu plus en détail. Voici un présentoir Audio-Technica qui montre les types de pointes les plus répandus. En premier, je vous montre la pointe pour les 78 tours avec son radius de 2.8 à 3000. Je rappelle qu'un 1000, c'est 1 millième de pouce. Et vous allez voir la différence avec le stylus de base pour les micro-sillons, avec son radius de 0.5 à 0.7 000. Donc, cette pointe est une conical bonded, aussi appelée spherical bonded, c'est-à-dire conique ou sphérique collée. Bon, là, faisons une petite distinction, parce que bien que certaines pointes soient effectivement collées sur le cantilever, le porte-pointe, collé signifie ici que le diamant n'est que l'extrémité de la pointe, le reste du corps étant constitué de métal. C'est une façon de faire des économies d'échelle et d'ailleurs, la grande majorité des pointes coniques sont des assemblages collés. Notons cependant en contre-exemple que le diamant des célèbres de nom DL103 est quant à lui taillé dans la masse bien qu'il soit de forme sphérique. On dit alors que c'est une pointe nude. Ensuite viennent les pointes elliptiques, qui viennent en version banded ou nude au choix, la coupe étant la même, mais la masse plus légère dans le cas des nudes. Et on l'a vu, qui dit masse plus légère dit meilleure lecture. C'est le type de pointe que vous retrouvez sur des modèles comme la ATVM95E ou la Ortofon 2M Red pour la version banded, et sur la 95E N et la 2M Blue pour la version nude.
Oh, on va faire un petit arrêt sur image ici, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Vous voyez les deux petits reflets chaque côté de la pointe? Eh bien, ils correspondent au point de contact avec les flancs du sillon. Si on les voit, c'est que l'éclairage est disposé latéralement, un peu en angle. Je m'en étais pas rendu compte en faisant les prises de vue, mais c'est exactement la technique traditionnelle au microscope qu'on utilise pour voir l'état d'usure des pointes. Pour ceux qui utilisent des microscopes USB pour vérifier l'état de leur aiguille, c'est en fait la seule vraie façon de voir ce qui se passe. Quand des facettes d'usure se forment, ça se voit au reflet sur ces points-là. On a ensuite une microline avec son profil à crête tout à fait unique. C'est probablement dans les profils dits exotiques la plus répandue. J'y reviens un peu plus loin. Après ça, on a la pointe Shibata, dont l'origine est particulièrement intéressante à connaître. Ça aussi, j'y reviens plus loin. Remarquez que son inclinaison latérale, ce qu'on appelle le rake angle, est plus accentuée que le 92 degrés habituel. Pour finir, la Special Line Contact ressemble à ce qu'on pourrait appeler une hyper elliptique. Sa section est rectangulaire, mais notons qu'elle n'est pas à la même échelle que les autres. Correction, en fait, c'est pas elle qui n'est pas à la même échelle, c'est la Shibata et la Microline qui sont pas à la même échelle. Vous voyez ici une comparaison des dimensions réelles d'une Conical Bonded et d'une Microline. Notez que toutes ces formes plus ou moins exotiques sont taillées dans des sections carrées de diamant afin d'éviter les erreurs d'angle lors de la coupe et de l'incrustation sur le porte-pointe. C'est absolument essentiel si on veut minimiser les erreurs d'angle, donc la distorsion à la lecture. Ces profils, ainsi que d'autres comme Van Denol, Fritz Geiger, SAS ou Paratrace, ont en commun de se rapprocher de la forme du burin graveur, mais pas trop non plus, on ne veut pas redécouper le sillon à la lecture. Cela dit, il est intéressant de noter que la première pointe de type microline, la Shibata, fut inventée dans le cadre du développement de la quadraphonie chez JVC par M. Norio Shibata. En effet, le système CD4 utilisait un encodage à très haute fréquence, 45 kHz, pour les canaux arrière. Rappelez-vous ce qu'on a dit plus haut sur les plus hautes fréquences inscrites dans le sillon et vous comprenez pourquoi la forme de la pointe devait être adaptée. Et bien vite, on s'est aussi rendu compte des bienfaits de ce type de pointe pour les disques réguliers. Enfin, parlons plutôt de succès commercial, puisqu'une tentative sans lendemain a eu lieu à la fin des années 50 avec un profil dit pyramide, ce qui vous rappellera peut-être quelque chose. Ouais, ok, mais là, t'as parlé d'augmenter la durée de vie aussi. Oui, absolument. C'est que même si elle est plus fine, la surface de contact est au total plus grande. Donc la répartition du poids plus étendue. Moins de pression au pouce carré, ou devrais-je dire au micromètre carré, égale une usure moins rapide. Là où une pointe sphérique a une durée de vie de 500 à 800 heures en moyenne, on parle plutôt pour les profils les plus exotiques de 1500 à 2000 heures, voire même plus. Donc, payer plus cher pour une meilleure pointe, c'est pas forcément un mauvais calcul quand on y pense. Encore une chose, les pointes avec leur profil varié ne s'appuient pas toutes au même endroit sur le flanc du sillon. Je l'ai déjà évoqué, mais ça veut dire qu'un disque dont l'usure est audible avec une pointe sphérique peut se révéler jouer pratiquement comme un œuf avec un autre type de pointe. Dans l'absolu, la sonorité varie d'un profil à l'autre, de toute façon, subtilement, mais quand même. Et il est toujours préférable de faire le remplacement avant que le phénomène ne devienne audible, parce que les flancs usés d'une aiguille vont faire en sorte que la pointe va se mettre à accrocher dans les sinuosités du sillon, ce qui les rabote un peu plus à chaque fois et engendre des dommages irréversibles. Pour éviter ça, le mieux est encore de vous référer à la notice du fabricant et de trouver une façon de tenir le compte qui vous convient. Soyez préventif. Un disque 33 tours fait 40 minutes au total en moyenne. 3 disques font donc 2 heures, un rapport de 3 sur 2. Une pointe sphérique indiquée pour 800 heures est donc bonne pour 1200 disques, soit 2400 faces. Une pointe indiquée pour 2000 heures vous donne 3000 disques, soit 6000 faces. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va être réaliste et on va admettre que la plupart des gens vont commencer à se préoccuper de l'état de leur pointe quand ils vont commencer à trouver que ça sonne drôle. Alors, c'est quoi les signes qu'une pointe est en train de mourir? Essentiellement, 2 choses. Le bruit de fond et la distorsion augmentent. En particulier, les sibilantes, c'est-à-dire les sons en S, SH, tout ce qui chuinte et siffle, va se mettre à crachoter. Ou, comme j'aime le dire, à sonner comme des serpents hystériques. Si vous vous rendez là, c'est qu'il est probablement déjà un peu tard. N'attendez plus et remplacez-moi cette pointe. Complicace. Et plus rarement, vous avez des cas sévères et plates comme un éclat de diamant qui est parti ou carrément la pointe au complet. Ça donne habituellement un son vraiment horrible qui ressemble à ça. Alors, j'ai parlé d'usure progressive pour les pointes, mais il y en a une, et c'est pas mal mon profil préféré, qui est une petite maudite, c'est la Micro Ridge, aussi appelée Microline chez certains fabricants comme Audio-Technica. Ce qu'elle a de particulier? Ceci. Sa surface de contact est constituée d'une sorte de crête ou d'arête, d'où le nom de ridge.
Ce profil a un avantage, c'est celui de rester constant pour toute la durée de vie de la pointe, mais quand on arrive au bout, quand la crête finit par être usée, la dégradation est alors très rapide et dommageable. Et pour cette raison, elle a ses admirateurs autant que ses détracteurs. Enfin, si on a le choix du type de pointe, on a aussi celui du cantilever. Et oui, pour les porte-pointes, les questions de masse et de rigidité se posent aussi. Le cantilever, c'est littéralement la barre de transmission entre la pointe et le moteur de la cellule. Et il ne devrait en théorie subir ni torsion ni flexion si on veut que le maximum d'informations se rentre aux bobines. Si le cantilever de base est presque toujours un tube d'aluminium, on en retrouve aussi sous forme de tige en rubis, en saphir, en boron, en fibre de carbone, en beryllium, en zirconium, en diamant synthétique et même en aiguille de cactus. J'entrerai pas dans les détails, mais tous ces matériaux se disputent la position du meilleur rapport masse-rigidité. Comme la coupe des pointes, les matériaux exotiques pour les cantilevers ont leur coût aussi. Mais sachez que l'aluminium n'est pas du tout un mauvais matériau. Il y a d'excellentes cartouches haut de gamme qui ont des cantilevers en aluminium. C'est un matériau qui a l'avantage d'être commun, économique, facile à travailler, et on peut emboutir la pointe directement dedans, ce qui évite l'usage de colle. Parce que la colle, ça ajoute de la masse et puis ça peut être vulnérable à certains solvants. Ce qui revient à dire que le haut de gamme, c'est souvent plus délicat aussi. Pour finir, je vous ai préparé un comparatif. Nous allons écouter dans l'ordre les résultats de lecture avec une pointe conique, puis une pointe elliptique banded, puis une pointe elliptique nude, puis une pointe microline et finalement une pointe Shibata. D'abord sur une piste à tonalité unique, puis avec un extrait musical avec un disque dans un état moins que parfait. Et je vous laisserai tirer vos propres conclusions. L'usage du casque est fortement recommandé. On commence avec la pointe conical banded. Alors, d'entrée de jeu, juste vous dire que je n'ai pas refait d'ajustement pour chacune des pointes. J'avais fait un ajustement préliminaire pour la pointe verte, pour la E. Je ne l'ai pas repris, donc vous allez forcément apercevoir des erreurs de lecture, mais en même temps, c'est une piste qui est faite pour ça, pour mettre les aiguilles à l'épreuve. La pointe E, elliptical banded. La pointe EN, elliptical nude. On remarque en particulier avec la pointe EN qu'on a une distorsion nettement perceptible à droite, perte de contact avec le flanc droit du sillon, ça veut dire qu'on manque d'antipatinage. Et pourquoi, pour une coupe semblable, on a un résultat qui est différent d'avec la précédente, avec la verte? C'est que la pointe étant moins massive, elle était, à mon avis, tout simplement plus vulnérable au ballottement. La pointe ML, microline. Vous allez remarquer cependant avec les pointes ML et SH que les erreurs de lecture sont beaucoup moins perceptibles. Toujours sans ajustement supplémentaire. Et la pointe SH, Shibata. On reprend avec un extrait musical avec les mêmes pointes dans le même ordre.
Alors voilà, c'est ainsi que se termine la deuxième partie de cette série de 3. Je vous invite à me rejoindre très bientôt pour la troisième partie, consacrée au phono. Mais avant de vous laisser, juste pour le plaisir, je vous remets la même piste sur le Phono 5 avec la ZIX 4D. Allez, ciao!